Bonjour. Aujourd'hui, on revient sur un domaine essentiel du programme de philosophie intitulé La vie sociale. Et vous n'êtes pas sans savoir que le programme de philosophie se subdivise en 4 domaines. Domaine 1, réflexion philosophique. Domaine 2, la vie sociale. Domaine 3, épistémologie. Et domaine 4, esthétique. Donc aujourd'hui, on revient sur le domaine 2 du programme de philosophie intitulé La vie sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le domaine 1, réflexion philosophique, tout tournait autour de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Quels sont ses enjeux? Quelles sont ses finalités? Quelles sont les perspectives philosophiques? Ça, c'était le domaine 1. Alors que dans le domaine 2, tout va tourner autour de l'homme. Et on peut dire d'ailleurs que la problématique générale qui traverse le domaine de la vie sociale, c'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui le spécifie en tant qu'être et en tant qu'individu? Qu'est-ce que l'homme? C'est par rapport à la nature de l'homme, ce qui le définit. Qu'est-ce qui le spécifie en tant qu'être? Parce que l'homme est un être, mais il n'est pas le seul être. L'homme est un être vivant, mais il n'est pas le seul être vivant. Autrement dit, qu'est-ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants? Et qu'est-ce qui le spécifie en tant qu'individu? Alors, la question que je me poser pour faire une introduction globale de la vie sociale, c'est est-ce que les hommes sont des êtres à part dans la nature? Je répète, les hommes sont-ils des êtres à part dans la nature? Alors, se demander si les hommes sont des êtres à part dans la nature, c'est se demander, mais si ces hommes-là occupent une place particulière dans la nature. Et si les hommes occupent une place particulière dans la nature, cela veut dire que les hommes sont différents des autres êtres. Alors, la question, c'est est-ce que les hommes sont différents des autres êtres? Est-ce que ce sont des êtres à part dans la nature ou bien est-ce qu'ils occupent une place particulière dans la nature? Ce qu'il faudrait d'abord dire, c'est que l'homme s'est apparu lui-même, en tout cas, comme un être à part dans la nature. L'homme s'est apparu à lui-même comme un être à part dans la nature pour plusieurs raisons. D'abord, l'homme se considère comme un être à part parce qu'il se considère comme le seul inventeur et le seul héritier de culture. Et nous le verrons quand nous reviendrons sur la culture, que la culture est propre à l'homme, que la culture est spécifique à l'homme. Et que nous verrons que comment la culture aussi définit l'homme, comment l'homme est un produit de la culture. Parce que nous verrons que l'homme est passé de la nudité aux vêtements, il est passé du cri à la parole, il est passé du cuit au cuit, l'homme est passé de la grotte à la maison. Au fait, c'est le même passage, ce passage, c'est le même passage de la nature à la culture. L'homme est passé donc de la nature à la culture, ce qui fait que la culture constitue une négation de la nature. Et d'ailleurs, par rapport à la question qu'est-ce que l'homme, Georges Bataille dit, je le cite, l'homme est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, qui le nie. Nous reviendrons. Que donc l'homme est l'être qui nie le donné naturel. Donc, sur cette question de la culture, nous y reviendrons. Nous verrons comment l'homme est un produit de la culture, comment l'homme, n'est-ce pas, ne peut s'humaniser qu'à travers une culture, qu'il n'y a pas d'homme sans culture, qu'il n'y a pas d'homme en dehors de la culture, mais nous verrons aussi, quand nous abordons la question de la culture, que l'homme ne serait pas le seul produit de la culture, parce que, comme le dit Edgar Morin, l'homme est un être bioculturel. Donc, par rapport à la question qu'est-ce que l'homme, Edgar Morin dira que l'homme est un être bioculturel. Autre raison qui fait que l'homme se considère comme un être à part dans la nature, c'est que l'homme se considère comme le seul qui crée sans cesse de nouveaux outils lui permettant de domestiquer la nature. L'homme se considère comme le seul qui crée sans cesse de nouveaux outils qui lui permettent, n'est-ce pas, de domestiquer la nature. Si nous prenons l'animal, si nous prenons par exemple les crabes, vous savez qu'un crabe est capable de s'enterrer, de creuser déjà avec ses pinces et de s'enterrer avec ses pinces. Cela veut dire que chez l'animal, l'outil et l'organe se confondent. Alors que l'homme, depuis son apparition sur Terre jusqu'à aujourd'hui, ben cet homme-là n'a jamais cessé d'inventer des outils, de créer des outils, depuis la pierre taillée, la pierre polie, jusqu'à la machine la plus sophistiquée aujourd'hui. C'est dire que donc la technique, en tant que production d'outils, est spécifiquement humaine. Et nous verrons que cette
transformation de la nature par l'intermédiaire d'outils en vue de la satisfaction de ses besoins est ce qu'on va appeler le travail. Et donc nous verrons que le travail est une activité aussi spécifiquement humaine. Autre raison qui fait que l'homme se considère comme un être à part dans la nature, c'est que l'homme est le seul être qui parle le langage. Vous savez que dans notre culture, on aborde le travail et on aborde le langage. Donc l'homme se considère comme le seul être qui parle, une manière de dire que la parole elle est spécifiquement humaine. Et nous le verrons que le langage c'est spécifiquement humain, ce qui nous permettra de distinguer ce qu'on appelle le langage humain et la communication animale. Chez l'animal, on parlera de communication, alors que le langage, à proprement parler, serait spécifiquement humain. L'homme est le seul être qui parle, nous le verrons, parce que Descartes, il est le seul être qui pense. Nous verrons les rapports qui existent aussi entre langage et pensée. L'homme parle parce qu'il pense, et il pense parce qu'il parle. Toujours autre raison qui permet de définir l'homme, qui pousse l'homme à se considérer comme un être à part dans la nature, c'est que aussi, l'homme se considère comme le seul être qui vit dans des sociétés régies par des normes. Vous devinez qu'on est en train de parler, de passer vers le thème individu et société. Je répète que l'homme se considère comme le seul être qui vit dans des sociétés régies par des normes. Par rapport à la question de départ, qu'est-ce que l'homme? Aristote dit que l'homme est un animal politique. Dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que l'homme est un être social. C'est-à-dire que l'homme est fait pour vivre en société. Et nous verrons qu'il n'y a pas d'homme en dehors de la société, que l'homme ne peut s'humaniser qu'au sein d'un environnement socioculturel, qu'au sein d'une société. D'ailleurs, comme l'attestent les célèbres exemples des enfants sauvages, nous reviendrons un peu sur le cas de Kamala et de Amala en Inde, deux jeunes filles qui ont été retrouvées au milieu des loups. Une manière de dire tout simplement que si un enfant à bas âge se développe en dehors de la société, ben, il ne peut acquérir ni les qualités humaines, ni les qualités des bêtes. Une manière de dire, avec Aristote, que l'homme est un animal politique, un être social qui est fait pour vivre en société. Nous reviendrons un tout petit peu aussi sur les rapports entre individus et société, même si, comme vous le savez, mais individus et société, cette année 2021 n'est plus un axe majeur. Autre raison qui pousse l'homme à se considérer comme différent, à se considérer comme un être à part dans la nature, réside dans la conscience, dans la pensée. Vous savez que l'homme se considère comme le seul être qui pense. L'homme se considère comme le seul être qui pense, ce qui fait dire à quelqu'un comme Blaise Pascal, parce qu'à la question « qu'est-ce que l'homme ?» Blaise Pascal dira que l'homme est un roseau pensant. L'homme est un roseau pensant pour dire que l'homme est un être très faible, tel un roseau, parce que le roseau, c'est de l'herbe très fine. Alors, comparer l'homme à un roseau, c'est montrer la faiblesse de l'homme. Mais si l'homme est un être faible, c'est un être qui pense, c'est un être qui est doué de conscience. Et donc, Pascal définit l'homme comme un roseau pensant, tandis que Descartes, dans la même perspective, dira que l'homme est une substance pensante. Une substance pensante parce que tout simplement, et comme on le dit en latin, l'homme est une res cogitans, une chose pensante. Donc nous reviendrons un peu sur les pouvoirs de la conscience, mais aussi sur les limites de la conscience. Parce que si pour Pascal, pour Descartes, la conscience définit l'homme, nous verrons avec Paul Valéry, nous verrons avec Freud un peu ce qu'on appelle les limites de la conscience. Parce que c'est Paul Valéry qui dit que la conscience règne, mais ne gouverne pas. Tandis que Sigmund Freud dira que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ensuite, il reste le thème État et liberté. Pour ce qui est de l'État, l'homme vit en société, nous l'avons dit, que c'est un animal politique, nous l'avons dit, c'est un être social, nous l'avons dit, mais que l'homme doit apprendre à organiser la société. Parce que nous verrons que la société en tant que telle n'est pas à confondre avec l'État. Parce que toute société n'est pas nécessairement un État. L'État apparaît dans une société avec l'émergence d'un organe du pouvoir politique séparé de la société et distinct du corps social. C'est ce qui faisait dire à André Lalande, qui définit l'État comme une société organisée ayant un gouvernement autonome et jouant le rôle d'une personne morale
n'est-ce pas, à l'égard des autres sociétés analogues avec lesquelles elle est en relation. Donc, André Lalande définit l'État comme une société organisée ayant un gouvernement autonome, pour dire tout simplement que l'État transcende la société. L'État est au-dessus de la société. L'État peut être considéré comme le cerveau de la société et que par conséquent, l'État est un pouvoir politique chargé d'organiser la vie d'une société sur un territoire donné. Nous reviendrons un peu sur la nécessité de l'État, en quoi l'État serait-il nécessaire aujourd'hui. Nous reviendrons un peu sur les fondements de l'État. Nous reviendrons aussi surtout sur les rapports entre État et liberté. L'État est-il, par exemple, un obstacle à la liberté ou bien est-il plutôt la condition de cette liberté? Liberté qui sera le dernier thème de la vie sociale, et parce que tout simplement, quand nous abordons la question de la conscience, nous verrons que le fait d'être conscient, parce que l'homme est un être conscient, et la conscience nous fait croire que nous sommes libres, que l'homme est libre, que l'homme est l'auteur de ses pensées, que l'homme est l'auteur de ses paroles, que l'homme est l'auteur de ses actes. Et nous verrons avec Spinoza que ce sentiment semble être illusoire. Mais Spinoza dit que ce sentiment est illusoire parce qu'il va venir remettre en cause ce libre arbitre défendu par des penseurs comme Descartes pour dire tout simplement que, d'une certaine manière, que le libre arbitre est une illusion et que cette illusion du libre arbitre vient de la conscience de notre action jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. Et donc, la question qui va nous intéresser le moment venu, c'est de se poser la question à savoir, faut-il dire de l'homme qu'il est libre ou qu'il se libère? Voilà en gros les 5 axes majeurs qui traversent la vie sociale. Je rappelle, 5 axes majeurs. Le premier, nature et culture. Nous y reviendrons à travers des sujets. Le deuxième, individu-société. Même si ce n'est pas un axe majeur, c'est lié aux autres thèmes, donc c'est important de parler d'individus et de société. Conscience et inconscient, qui est aussi un thème essentiel, n'est-ce pas, du domaine 2 du programme de philosophie. L'État, c'est important, le terme de l'État, et liberté enfin. Donc voilà, en résumé, une introduction globale, n'est-ce pas, du domaine de la vie sociale, et un ensemble de problèmes, n'est-ce pas, vont se poser dans ce domaine, des problèmes qu'on va essayer, si vous le permettez, de les aborder à travers des sujets bien définis. Je vous remercie.